c'est quand même notable, c'est que les Ukrainiens sont pas du tout démoralisés, sont pas du tout repliés. Ils tiennent non seulement la ligne, mais en plus ils essaient, certainement avec le soutien du renseignement britannique, eh bien de trouver des maillons faibles dans la défense russe sur cette partie nord du front. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission d'actualité. Aujourd'hui, je suis avec Charles Danjou, président d'Omerta. Bonjour Charles. Bonjour Clara. On fait un petit point d'actualité aujourd'hui. Quel est l'état du front actuellement? Alors, ce qu'il faut noter d'abord, c'est que malgré les négociations, les Ukrainiens veulent un cessez-le-feu de 30 jours intégral sur toute la ligne de front, sur terre, sur air, sur mer. Les Russes, évidemment, le refusent. Ceci étant, ils ont commencé à discuter. Il y a des échanges de prisonniers qui sont, qui sont mis en place, malgré certains retards parfois. Mais ce qu'il faut noter, c'est que malgré tout ça, les deux armées conservent un moral assez extraordinaire parce que ça fait plus de 3 ans de guerre maintenant. Et côté ukrainien comme côté russe, on voit bien sur le terrain que aucune des deux parties ne veut lâcher et que euh, les, euh, les soldats gardent un moral très haut, peut-être à l'exception de certains mobilisés côté ukrainien notamment, parce que la mobilisation est difficile à faire. Mais il faut noter que quand certains disent que l'armée ukrainienne a perdu et que l'État terre, etc., c'est pas du tout vrai. Sur le terrain, les Ukrainiens sont extrêmement déterminés et ils continuent à se battre et à chercher à prendre l'initiative sur certains secteurs du front. Voilà, c'est à noter parce que cette guerre, elle est très dure, elle est usante. Il passe par des températures qui peuvent avoisiner les -20, les -30 degrés l'hiver. Là, l'été, dans ces régions d'Ukraine, on est facilement à +30, +35. Donc, il faut imaginer avec les équipements, avec la menace des drones, avec l'utilisation pour les équipages des blindés, les artilleurs, etc. C'est une guerre qui est physiquement très difficile. Mais les deux tiennent et continuent à se mener une véritable lutte à mort. Donc, ce qu'on peut dire sur les dernières évolutions du front, j'en disais un mot à l'instant, c'est que les Ukrainiens ayant été sortis de la région de Koursk, quasiment intégralement, cherchent malgré tout à conserver certaines initiatives. Et on le voit puisque depuis plus de 3 mois, ils essaient de pénétrer plus avant dans la région de Belgorod, donc c'est à l'est de Koursk, sans vraiment de succès. Ils ont pris quelques kilomètres, mais les Russes les bloquent. En revanche, dans la région de Koursk, on l'a vu au jeu hier, eh bien, les Ukrainiens ont réussi à reprendre un petit village qui est celui de Tetkino. C'est vraiment quasiment à la frontière entre la région de Koursk et l'Ukraine, mais c'est côté russe. Et donc, les Ukrainiens essaient de reprendre l'initiative, essaient de gêner les Russes, essaient de reprendre du terrain sur le territoire russe. Et ils le font sur ce petit village. Alors évidemment, c'est extrêmement modeste, mais ça montre quand même que ils sont toujours déterminés et prêts et équipés pour passer à l'offensive. Mais on le voit aussi plus à l'ouest de la région de Koursk, dans la région de Bryansk, où là, les Ukrainiens essaient de percer les défenses russes, pour l'instant avec quasiment pas de succès, mais c'est quand même notable, c'est que les Ukrainiens sont pas du tout démoralisés, sont pas du tout repliés, ils tiennent non seulement la ligne, mais en plus ils essaient, certainement avec le soutien du renseignement britannique, eh bien de trouver des maillons faibles dans la défense russe sur cette partie nord du front. Sur cette partie nord du front aussi, là, c'est les Russes qui ont massé plus de 50 000 hommes dans la région de Soumy. Les Ukrainiens, visiblement, ont repéré comment dire, les mouvements de troupes et le fait que, selon eux, les Russes allaient développer cette offensive qu'ils ont démarrée dans la région de Soumy. Ils ont pris plus de 200 kilomètres carrés de terrain côté ukrainien. Et visiblement, avec ces troupes qui étaient massées à la frontière biélorusse, eh bien, il est possible
que les Russes souhaitent développer cette attaque dans la région de Soumy. Soumy, c'est à l'ouest de Kharkov. Et donc, c'est pas du tout impossible que les Russes ouvrent un nouveau front. Bon, le front est déjà ouvert, mais qu'ils le développent. Et si effectivement ils jettent dans la bataille plusieurs dizaines de milliers d'hommes, ce sera très problématique pour les Ukrainiens. Ça peut être aussi, c'est pas du tout à exclure, pour forcer les Ukrainiens à amener plus de troupes sur ce front nord et à dégarnir le front central, qui est celui de Lugansk et Donetsk, où les Ukrainiens souffrent aujourd'hui, on va en parler, mais souffrent assez, assez fortement. Et pour éviter qu'ils puissent envoyer des réserves, peut-être que les Russes, qui eux ne manquent pas d'hommes, euh, eh bien cherchent à cherchent à faire envoyer aux Ukrainiens des troupes de réserve qui leur seraient plus utiles face au coup de boutoir de l'armée russe sur le secteur central. Voilà. Et puis évidemment, on va peut-être développer euh, l'attaque sur Tchassivyar et sur Konstantinovka se développe. Là, on est sur l'ouest de Donetsk, donc vraiment sur ce front central, et c'est là où ça bouge le plus en ce moment. Alors justement, Charles, que va-t-il se passer si les Russes prennent Konstantinivka? Alors cette ville, elle est à l'ouest de Donetsk, et elle est située après les villes de Tchassivyar et de Pokrovsk, qui sont en train de tomber. Alors Tchassivyar, c'est une ville où on s'est rendu en mars. J'invite nos auditeurs à visionner le reportage qui est déjà sorti, qui est présent sur l'application, et celui qui arrive la semaine prochaine, qui est tourné sur ce secteur de Tchassivyar. Cette ville, elle est située après la ville de Bakhmout. Bakhmout, c'est une ville connue puisqu'elle a fait le tour du monde parce que elle a été prise par les hommes de la société militaire privée Wagner au mois de mai 2023. Et cette ville de Tchassivyar, située donc entre Bakhmout et Konstantinivka, eh bien c'est aujourd'hui un verrou dans la défense ukrainienne. C'est le troisième rideau de défense ukrainien qui est quasiment tombé puisque les Russes ont sorti les Ukrainiens du centre-ville et aujourd'hui les troupes ukrainiennes sont dans les faubourgs de la ville, à l'ouest de la ville, mais les Russes, en prenant Tchassivyar, eh bien, ne sont plus qu'à quelques kilomètres de Konstantinivka. Ça, c'est sur le flanc nord de cette ville de Konstantinivka. Et sur le flanc sud, vous avez la ville de Pokrovsk, qui là, pareil, est quasiment intégralement conquise par l'armée russe. Donc au sud de Konstantinivka, et dans cette pince qui se met en place, eh bien, c'est cette ville de Konstantinivka qui est menacée. Et cette ville, elle est extrêmement importante parce que c'est le quatrième rideau défensif ukrainien de ces défenses construites depuis 2015 par l'Ukraine, qui a considérablement fortifié le Donbass. En fait, depuis 2022, la guerre russo-ukrainienne, elle se déroule certes sur un front extrêmement étendu de 2200 kilomètres, mais dans le secteur du Donbass, elle est particulièrement active, intense et difficile parce que la guerre se joue sur une bande de 100 kilomètres qui va de Donetsk à la ville de Kramatorsk, située après Konstantinivka. Et pourquoi est-ce que c'est si difficile? Tout simplement parce que les Ukrainiens ont créé, ont fortifié, ont bétonné leur défense sur 5 lignes, avec des positions, des abris et des ressources en hommes et en matériel qui sont extrêmement importantes. Et l'essentiel de la guerre, il se joue aujourd'hui là-dessus. Konstantinivka, je le disais, c'est le quatrième rideau défensif. C'est une ville qui est plus importante que Tchassivyar et que Bakhmout. Il y avait à peu près 100 000 habitants avant-guerre. Et c'est le dernier verrou avant les deux dernières villes stratégiques pour les Ukrainiens dans le Donbass, qui sont les villes de Kramatorsk et Slaviansk, qui sont au nord-ouest de Konstantinivka. Et ces deux villes, elles sont particulièrement importantes parce que à Kramatorsk, il y a l'état-major de l'armée ukrainienne dans le Donbass. Et avec la ville de Slaviansk, eh bien, c'est les deux points d'appui restants très importants, ce sont des villes importantes, mais c'est les deux points d'appui restants de l'armée ukrainienne. Donc, depuis février 2022, avec des pertes, avec beaucoup de difficultés, parce que tout ça avait été fortifié et préparé avant, les Russes font, mois après mois, sauter les défenses ukrainiennes pour arriver sur cette ville de Konstantinivka
qui, lorsqu'elle sera tombée, laissera le champ libre à la dernière offensive, en fait, pour les Russes, qui sera difficile, qui est celle sur les villes de Kramatorsk et de Slaviansk. Donc, quand on entend souvent sur les plateaux de télévision des généraux qui n'ont jamais mis une claque à personne, qui n'ont jamais tiré un coup de feu, bon, ça on peut l'imaginer, qui n'ont jamais mis une claque à personne, ça c'est un peu plus étonnant quand on est général et qu'on commente la guerre, mais que ce soit eux, que ce soit des experts en défense, ils ils parlent toujours d'un grignotage russe, comme si c'était en fait, comment dire, quelque chose de léger et d'anecdotique. Oui, les Russes grignotent, mais pour une raison simple, c'est que eh bien, ils ont en face, c'est une région qui est un peu comme celle du mur de l'Atlantique en 1944 en France, et que les Ukrainiens ont tout fait pour que la progression des Russes soit difficile. Mais ce grignotage, puisque les Russes en ont les moyens, ils en ont les moyens en hommes. Il faut rappeler qu'en Russie, il n'y a eu qu'une seule mobilisation, que la moitié des effectifs engagés dans les combats ou à l'arrière, dans les unités logistiques, sont constitués de volontaires. Ce qui veut dire que la plupart des unités professionnelles, des régiments professionnels russes ne sont pas engagés sur la ligne de front. Euh, eh bien, euh, avec donc des moyens qui pourraient être plus considérables, qui sont en réalité assez réduits, les Russes, malgré les difficultés, arrivent à faire sauter mois après mois les défenses ukrainiennes qui vont peut-être, sauf je veux dire, tout reste possible évidemment, mais à la conquête définitive de l'oblast de Donetsk, en ce qui concerne. Donc, cette pince qui se met en place sur Konstantinivka, c'est une manœuvre classique d'encerclement. C'est une manœuvre qui est privilégiée par les Russes depuis le début de la guerre. Elle est difficile à mettre en place, mais là, on arrive sur, je dirais, peut-être les dernières semaines ou les derniers jours, peut-être, de la mise en place de cette pince qui va mener les Russes à cette bataille de Konstantinivka qui ne va pas être facile. Mais les Russes ont tout à fait les moyens de l'amener et elle est tout à fait fondamentale. Et les Ukrainiens vont avoir beaucoup de mal à expliquer la perte de Tchassivyar, la perte de Pokrovsk et comment dire qu'une nouvelle bataille s'ouvre. Euh, les Ukrainiens sont des professionnels dans la communication et dans la propagande. On l'a vu pendant la bataille de Bakhmout où ils ont expliqué pendant des jours et pendant des semaines que la ville n'était pas tombée alors que la ville était bien aux mains des Russes. On le voit en ce moment on va peut-être en parler avec la région de Dnipropetrovsk aussi, mais je dirais à un moment donné, et comme d'habitude, le grand public va découvrir que ce petit grignotage qui est moqué par les médias mainstream amène à l'élimination systématique des défenses ukrainiennes, non seulement des ouvrages, mais aussi des unités qui sont là pour défendre et du matériel donné par les Occidentaux pour tenir ces lignes de défense. Et que malgré la communication ukrainienne qui est efficace, non seulement les Ukrainiens n'ont pas réussi leur contre-attaque, leur contre-offensive de 2023, alors que c'est pareil sur les médias mainstream, ils étaient donnés comme gagnants à coup sûr parce que les Russes, selon ces mêmes médias mainstream, sont des crétins alcoolisés avec du matériel, en manque de matériel, avec du matériel obsolète. En fait, malgré toute cette communication, malgré toute cette propagande qui est éloignée de la vérité, de la réalité du terrain, eh bien, l'armée russe progresse et donc on est non seulement pas du tout à la fin de la guerre parce que les négociations ne vont pas aboutir, mais aussi parce que devant ces progrès, Vladimir Poutine et l'état-major russe ont décidé de mettre le paquet, ce qui explique pourquoi sur le front nord, on a ces dizaines de milliers d'hommes qui sont prêts peut-être à passer à l'attaque dans la région de Soumy, mais aussi dans cette région du Donbass, on a une intensification des combats euh, qui en fait est sans égal depuis le début de la guerre. Justement, vous l'évoquez, Charles, pour la première fois en 3 ans, les Russes ont lancé une attaque sur la région de Dnipro. Que sait-on aujourd'hui à ce propos? Alors d'abord, les Ukrainiens ont réfuté que les Russes aient atteint la région de Dnipropetrovsk. La région de Dnipropetrovsk, c'est la région voisine de celle de Donetsk.
Et l'endroit dont on parle en ce moment, c'est la région de Orekovier. Orekovier, c'est le dernier village de la région de Donetsk, situé à l'ouest de Donetsk, donc en direction de Kiev, et qui est à la frontière avec la région administrative de Dnipropetrovsk. Et malgré ce que disent les Ukrainiens, si on regarde les sites américains sérieux, euh, eh bien, on a confirmation que les Russes ont bien atteint cette région de Dnipropetrovsk sur ce village de Orekovier. Pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est essentiellement symbolique. Ça ne va pas du tout changer le cours des opérations. C'est essentiellement symbolique. Les Russes aujourd'hui se battent pour, en priorité, récupérer l'intégralité des régions administratives de Donetsk. Celle de Lugansk, elle est récupérée à 99%. Aujourd'hui, ils se battent essentiellement pour Donetsk, pour la région de Zaporozhye et la région de Kherson. Mais d'avoir atteint cette région de Dnipropetrovsk, eh bien, c'est une victoire symbolique très importante puisque dans cette région de Donetsk, avec la victoire d'Avdivka il y a un an, eh bien, les Russes n'ont fait que progresser. Et la région de Dnipropetrovsk, elle est très importante parce que c'est une région qui touche le fleuve du Dniepr. Et il est vraisemblable que le fleuve Dniepr soit l'objectif au-delà de la conquête des régions administratives, je le disais, de Lugansk, Donetsk, Zaporozhye et Kherson. Eh bien, c'est peut-être là où pourraient s'arrêter les Russes. Sur le Dniepr, vous avez des villes importantes. Vous avez notamment la ville de Kiev. Et donc, il est symboliquement intéressant pour les Russes de montrer que les combats aujourd'hui ne sont plus limités à ces quatre régions du Donbass et du sud de l'Ukraine qu'ils ont déjà, d'ores et déjà intégrées dans leur constitution, mais que la guerre s'ouvre dans une autre région, celle de Dnipropetrovsk. Voilà, c'est intéressant. Et ces combats, d'ailleurs, se sont joués lorsque les Russes ont atteint cette région de Dnipropetrovsk. C'est pas du tout en zone urbaine, c'est vraiment en plein milieu des champs, en plein milieu de la forêt. Les Russes ont simplement pris d'ores et déjà la première ligne, la première tranchée en fait ukrainienne qui défendait cette région administrative de Dnipropetrovsk. Voilà, donc pour les Russes, c'est intéressant. Ça s'inscrit dans cette dynamique offensive qui s'accélère et qui est à l'avantage des Russes et qui met un peu plus la pression sur l'Ukraine qui va devoir trouver certainement davantage de soutien puisque si les Russes ont un appareil militaro-industriel qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'Ukraine, dont les matériels soviétiques, classiquement en dotation dans l'armée, sont aujourd'hui, commencent à se réduire comme peau de chagrin, sont dépendants de l'aide occidentale. Voilà, donc avec, euh, avec des opérations sur une nouvelle région administrative, il est probable que la pression sur Zelensky s'accroît et qu'il cherche encore davantage de soutien et le plus rapidement possible de la part de ses alliés occidentaux. Merci beaucoup Charles pour ce point d'actualité. Merci Clara. On se revoit très bientôt. À bientôt. Et merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis également à très bientôt.